tous. Un tout grand merci d'abord à Anna et à Carole pour cette invitation pour être ici. Donc, mon nom c'est Petra Pferdmenger. Je suis une architecte allemande qui pratique depuis 10 ans à Bruxelles, où j'ai créé ma pratique qui s'appelle Alive Architecture autour de l'urbanisme social. J'ai fini mon doctorat à RMIT en Australie en 2015 et j'enseigne, je fais la recherche à la KU Leuven. Comment je lance Alors voilà là, le sujet dont on m'a demandé d'adresser dans cette présentation, c'est lire et agir, et c'est tout à fait à quoi ma recherche et ma pratique elle est liée. Pendant mon doctorat, j'ai parlé beaucoup d'observation et action et comment les deux sont en interrelation, quoi. Donc je trouvais ça très juste de me mettre dans cette partie du séminaire. Donc 4 sujets. Tout vite fait, comment est-ce que j'ai lancé ou comment est-ce que ma pratique elle était née. Après, suivi par 2 projets, un de 2014, un d'aujourd'hui, pour parler à la fin de la présentation de ma Future Practice, la pratique ou Alive Architecture dans le futur. Comment est-ce que tout ça a commencé? C'était à la TU Delft où j'ai fait mon diplôme ou un postmaster, où pour la thèse, ils ont nous invité à réfléchir au design dans le nord de Marocco, à Ceuta, c'est une enclave espagnole, où à l'époque, il était, mais ça, c'était pas du tout donné par les professeurs. Le sujet, c'était juste border conditions, donc les conditions des frontières. Et c'était en 2005 où on a commencé à travailler dessus. Et la journée où on a visité le site, il y avait 500 immigrants qui ont entré sur la frontière du côté africain vers j'ai vraiment pas l'habitude de présenter en français, vers l'enclave espagnole de Ceuta. Et donc, moi, je trouvais ça super intéressant, ce sujet très social autour de l'espace, et je me suis basée là-dessus. Ici, vous voyez à Ceuta, donc nous sommes déjà en Europe, vous voyez la zone plus centrale de Ceuta, la ville, et tout dehors, c'était le camp d'émigration, où à l'époque c'était surchargé, et il y avait 500 migrants qui ont vécu. Mais la ligne rouge qui connecte alors le centre des migrants avec le centre de la ville, c'est une promenade où les immigrants ils ont se promené pour découvrir le monde européen, le petit magasin Adidas, etc., pour faire partie de l'Europe. Et donc ici, vous voyez le plan du camp des immigrants avec tout l'usage informel autour. Et c'est là où moi, j'étais vraiment dans l'observation, de lire le territorial informel, comment est-ce qu'elle est utilisée et appropriée par les immigrants. Donc j'ai passé presque 2 semaines avec eux en train de cuisiner et d'essayer de comprendre leur réalité. Mais ça m'a vraiment bloquée parce qu'à la base, je suis une architecte et on m'a demandé dans le 2e semestre d'arriver avec un projet du design. Et j'étais fortement bloquée. Et mes professeurs, ils ont même dit, tu changes le sujet, il n'y a rien à faire avec les migrants. Mais comme je suis un peu têtue, je suis restée avec mon idée. Et j'ai dit, mais en fait, il y a un charme qui est l'usage informel des migrants, ce que moi j'ai appelé la Asian reality. Donc la réalité urbaine des gens de l'Asie et de l'Afrique. Et pourquoi pas introduire celle-ci vers la réalité européenne. J'étais super naïve à l'époque, mais ça fait partie de ma recherche. Et donc, ce que j'ai proposé, parce qu'on m'a demandé de faire de l'architecture, selon moi, l'architecture, ça peut être tout. Mais on m'a demandé, c'était la TU Delft, Technical University of Delft, on m'a demandé d'arriver avec des trucs construits. Je n'étais vraiment pas d'accord, mais j'étais obligée. Donc j'ai fait le design des interventions urbaines au long de cette promenade, mais qui vont se transformer par l'usage des immigrants et générer la rencontre entre les immigrants et la population locale. Donc ici, vous voyez par exemple un tunnel qui était vacant à l'époque et j'ai design, alors je fais le projet, des éléments de cuisine qu'eux peuvent retirer depuis
le tunnel, et où les immigrants ils peuvent commencer à cuisiner parce que c'était vraiment un des besoins qu'ils ont eu. Mais ils ne peuvent pas juste cuisiner pour aller, on va faire du bien avec les pauvres immigrants, mais c'est eux aussi qui peuvent alors vendre la cuisine, ce qu'eux ils ont produit, ou à la population locale. Et comme ça, d'un côté, il y aura une rencontre entre la population locale et d'autre côté, il y aura un profit économique pour les immigrants parce que c'était ça leur but, pourquoi ils voulaient arriver ou ils sont arrivés en Europe. Et cet aspect des économies m'intéresse de plus en plus dans ma recherche. Vous allez peut-être voir de suite. Tout ça, ça m'a amené alors de faire la recherche autour de l'espace vécu. Pas l'espace vécu dans une façon de faire des événements, mais plutôt l'espace vécu durable. Sur lequel j'ai basé mon doctorat. Et la conclusion ou le projet le plus important à la fin de mon doctorat, c'était alors Parc Design 2014, Parc Femmes, qui a gagné le prix d'urbanisme en Belgique de 2015 et qui a été exposé à la International Architecture Biennale Rotterdam. Il était aussi un peu publié et fait le tour autour du monde, mais je voulais vite fait expliquer le projet parce que ça donne une bonne idée de où est-ce que je suis avec Alive Architecture aujourd'hui. Donc ici en noir, vous voyez le périmètre bruxellois et la zone genre rose. C'est la zone pauvre à Lyon, à Molenbeek, Schaerbeek, Anderlecht, etc. Et toute ma recherche, tous les projets à la base que j'ai fait jusqu'à au moins un demi-an, ils ont se trouvé dans ce périmètre-là. Donc nous se trouvons entre Molenbeek et Anderlecht. Ça, c'était le terrain avant qu'on a commencé avec Parc Design. Donc ici, de nouveau, comme pendant le projet précédent, nous sommes allés sur le terrain pour vraiment observer, de lire le terrain, le territoire. Donc, nous n'avons pas juste lu quels sont les espaces donnés, la qualité de l'espace. Par exemple, que sur ce terrain, il y avait déjà une ferme informelle, elle est cachée arrière des arbres. Donc, côté gauche, il y avait une chicken farm, une ferme d'animaux, et côté droite, un potager. Mais nous avons aussi observé quelles sont les expertises dans le quartier, pas seulement les besoins. Je résiste là-dessus qu'on parle de la participation. Mais on a regardé quelles sont les expertises pour assurer qu'il y a de l'argent public qui peut aller vers les gens qui cherchent à s'investir, de faire la ville ensemble. Donc ici, par exemple, le potager avec beaucoup des habitants qui sont intéressés de jardiniers, mais aussi de cuisiniers. Ici, vous voyez, donc, nous avons fait un appel. Donc, voilà, on a appelé tout le projet le festival Parc Femmes parce qu'il y avait un parc par la région qui va arriver et il y avait déjà une ferme existante. Et donc, nous avons fait un appel à projet à des artistes en collaboration avec des habitants qui peuvent répondre à 5 différents sujets, dont un, elle était basée sur la ferme des animaux existants. Et on a eu des propositions des artistes, designers internationaux, genre Istanbul, Danemark, blablabla. Mais ça ne nous intéressait pas. On trouvait beaucoup plus intéressant que c'est l'habitant qui va gagner le concours. Parce que c'était elle qui a fait une proposition et c'est elle qui avait déjà eu la ferme d'animaux. Donc oui, peut-être sa proposition, ce n'était pas éthiquement top. On l'a un peu aidé à l'améliorer. Mais elle a fait un projet nickel avec un architecte du quartier aussi, et c'est eux qui gèrent jusqu'à aujourd'hui la ferme d'animaux. Pour générer qui est appelé en général la participation, où moi je prends ma réserve par rapport à ce titre-là, on peut en discuter après. On a organisé des réunions dans un petit café chez Momo, un bar marocain dans le quartier. Et au début, on se rencontrait tous les deuxièmes mardis du mois, toujours à 7 heures. C'était un rendez-vous fixe, comme ça on n'avait pas besoin de s'envoyer, passer la journée, envoyer des emails. Et la première réunion, on était 7 personnes, la deuxième, on était 12, après on était 20, 30, 50, 70. Et la ministre, elle est venue et on était super fiers. On s'est dit, oh, la ministre, elle vient. Mais en fait, c'était juste avant les élections. Donc, elle a dit, oui, je vais vous donner 10 000 € pour créer un événement, une ouverture du projet avant pour les habitants. Et ce que nous avons dit, très bien, mais nous n'allons pas le faire pour les habitants. Ce sont les habitants qui vont le faire
pour tout le monde, quoi. Et c'est ça l'événement. Donc, ça veut dire qu'il y avait 10 000 euros. Donc, à l'époque, je ne savais pas encore gérer mes propres économies. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre. Donc, ça veut dire c'est moi qui ai fait toute la coordination de où est-ce qu'ils vont les 10 000 euros. Et si chacun, à la fin, aura 100 euros, et il y a beaucoup de gens qui participent à 100 euros, en fait, moi, je ne suis pas payée, mais je suis en train d'apprendre. Donc, ça, c'était le petit stand des habitants qui ont... alors, faire des stands pour se présenter, les ASBL, etc. Ici, vous voyez le terrain depuis le haut. La table paysage aussi fait par un artiste qui n'a pas du tout collaboré participativement, mais le projet est très très bien approprié par les habitants parce qu'on peut s'asseoir et on peut prendre comment on peut faire un pique-nique, quoi. On a activé l'espace au-dessous du pont et ça, c'est le four à pain. Donc, les habitants, pendant la réunion, ils ont dit « Mais si vous faites une parc-farm, il faut aussi faire du pain. » Et donc, il y avait Abdel, un habitant, qui a dit « Mais moi, je sais très bien faire un four à pain. » Et moi, j'ai dit « D'accord. » Et moi, je vais chercher l'argent pour qu'elle va se réaliser. Et elle était cassée entre-temps. Elle était reconstruite par les habitants parce que ça a vraiment un succès, pas juste dans le quartier, mais régionalement. Il y a les gens de tout Bruxelles qui viennent célébrer leur anniversaire ici. Et à la fin du projet, il y avait une grosse discussion parce que moi, j'avais eu la responsabilité éthique de dire que c'est un succès ce projet. On ne peut pas rater la biennale après 5 mois. J'ai fait des cartes postales avec les étudiants, pas de chance. On a discuté avec les clients, pas de chance. Mais quand on a mis tout le monde autour de la table, les habitants, les artistes, mais aussi le client, plus des experts internationaux de la France et de la Hollande. On a réussi, donc le client nous a appelé une semaine après. On vous donne 1 an en plus et aujourd'hui, le projet est devenu permanent. Voilà, aujourd'hui, je vais tout vite fait dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais m'arrêter parce que j'ai plus du temps. Ici, le projet sur lequel nous travaillons depuis maintenant avril 2017, de nouveau dans le quartier pauvre. Donc, nous sommes à Molenbeek, en plein centre de Molenbeek, entre l'Est et l'Ouest. C'est un terrain qui est en attente. Il est vert, il est parfait. Et donc, mon premier rêve, c'était pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste ouvrir cette grille et laisser les gens s'approprier le lieu et faire le parc ensemble. Mais je suis devenue un peu moins naïf et j'ai appris qu'il y a des politiques, il y a des propriétaires et il y a surtout de l'argent. Donc, nous sommes une équipe multidisciplinaire, avec beaucoup d'expertises différentes. Tout à gauche, vous voyez 51 4E. Il y a Caroline Klaus, expert en participation. Il y a tactique pour le paysage. Et nous, à Life Architecture, nous prenons la responsabilité de faire le projet de transition socio-spatiale pendant les prochaines 25 ans, qui est le projet pilote de la région. Vous voyez le terrain ici, ce sont 13 hectares en total. On a décidé de faire toute la densification côté sud-est, ici sur la carte, et de garder le reste. Donc, ce que la région a mis en place, c'est un plan de gestion transitoire, à dire que est-ce que s'il y a des transitions qui vont se mettre par les experts sur le site, par l'observation de qu'est-ce que le site est là à donner, est-ce qu'on pourrait dire que ce master plan va un peu à gauche ou va un peu à droite? Donc, pour accompagner vers l'ouverture qui est prévue pour 2040, on a prévu 4 différents éléments. Donc, de nouveau, observer, d'impliquer dans la prise de décision, mais aussi là où l'argent public s'est déposé, de tester sur le terrain et surtout de communiquer le projet à la population. Donc ici, vous voyez, dès que le gros problème de ce projet, c'est que la région n'arrive pas à se mettre d'accord avec la SNCB. Donc, ils ne sont encore pas des propriétaires. Pour moi, c'est très, très frustrant parce que ça dure maintenant 1 an et demi. Et on a commencé à communiquer aux habitants, mais en fait, il faut savoir, Bruxelles, la ville la plus lente du monde, j'imagine prendre environ, comme je suis en retraite, ils vont être propriétaires du terrain. Peut-être que je suis un peu négatif, mais voilà, ma observation. Donc, mais dès que la région sera propriétaire, on va commencer sur les limites, sur les terrains où on peut agir. Et après, dans le quartier, on va construire, on va essayer de tester les choses sur le terrain, mais pas pour faire bling-bling et après
enlever les choses pour augmenter les prix. Non, c'est pour dire qu'on teste sur le site et dès que ce test et a du succès, il doit trouver une place sur le terrain, quoi. Moi, je défends cette approche-là. On va faire le parc ensemble, pas seulement avec les habitants, mais avec les institutions, surtout Bruxelles Environnement, et on va ouvrir le parc avant qu'il sera fini, et on va réutiliser tous les bâtiments existants parce qu'ils donnent une identité au terrain. Ici aussi, un bâtiment existant qui était déjà prêt pour la démolition, on s'est battu pour qu'il reste, parce que ça a du meaning pour les gens, et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Ah, peut-être une petite chose, tout ça, c'est enfin publié dans une petite publication qui est un peu mon doctorat. Aujourd'hui, elle est ici à 15 €, sauf pour mes 3 copines qui m'ont invité aujourd'hui ici, Carole, Anna et Jade. Ils ont une version gratuite, mais s'il y a quelqu'un qui est plus intéressé, 15 € aujourd'hui. Amorcer les discussions, tu as remis tout à l'heure un petit peu en question ce terme de participation. Qu'est-ce qui correspondrait mieux en termes de mots, de définition à ce type de processus? Oui, moi je dirais pas que moi je ne fais pas la participation, mais je trouve qu'il y a beaucoup de façons différentes de faire la participation. Et trop souvent, on met tous dans un seul paquet, on dit on fait la participation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et moi je trouve qu'on dépense beaucoup trop le temps des gens, on leur demandait qu'est-ce que tu veux pour ton quartier, pour qu'à la fin, ce sont les politiques qui vont prendre le choix. Donc j'ai moi-même très peu du temps, parce que je suis une jeune maman. Donc, je sais qu'est-ce que ça veut dire si moi je prendrai 2 heures des habitants pour leur demander qu'est-ce que tu veux et à la fin, c'est en tout cas quelqu'un d'autre qui décide. Donc, moi, je pense, je travaille à Molenbeek, je travaille à Anderlecht. Donc, pour moi, c'est très important de plutôt dire que si j'implique les gens qui peuvent co-construire et que où est-ce que l'argent public il y va. Donc, pour moi, c'est très important de créer de l'emploi pour les gens locaux pour améliorer cette situation socio-économique surtout. Je pense que dans la prise de décision sur le terrain, nous sommes déjà en train d'observer aussi profondément quelles sont les identités d'un espace existant pour essayer de démolir un minimum possible. On sait que partout à Bruxelles, tous les habitants vont dire que c'est sale. On doit se rencontrer et on a besoin de quelque chose intergénérationnel. Ça change pas entre Asgarbek et Anderlecht et Molenbeek. Et donc, je pense que c'est important, dès qu'on utilise le temps de quelqu'un, de vraiment leur donner un rôle et de dire qu'on prend des décisions ensemble. Sinon, je préfère de me diminuer à générer, à assurer où est-ce que l'argent public va être dépensé. Comment vous approchez les gens, en fait? Comment vous trouvez vos participants? C'est mon question. Maintenant, à Bécane Ouest, nous ne le faisons pas. Et c'est une décision qu'on a fait au début. On a commencé à engager et on a réalisé si la région va acheter le terrain en 10 ans, qui est plus réaliste que ma retraite. Ça veut dire que la plupart des habitants ne vivront plus ici. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas se permettre d'aller vers les gens pour leur promettre pour dire qu'en fait, malheureusement, la région n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la SNCB. Dans la Parc Femme, c'était complètement autre chose. Dans la Parc Femme, c'était une biennale. Donc, on savait qu'en 5 mois, ce projet sera construit. Et donc, on est allé dans le quartier tout le temps. On a parlé avec les habitants tout le temps. Et on a fait l'oreille par oreille. Donc, ça veut dire les habitants, ils ont parlé à leurs voisins. Ils ont les invités pour la réunion chez Momo. Et on n'a jamais dit, est-ce que vous voulez avoir une femme house? Parce qu'on n'a pas eu le temps. Et ce n'était pas notre ambition. On a plutôt dit, regardez, c'est ça ce qu'on fait. Comment vous avez envie de contribuer à la discussion? Et donc, c'est là, par exemple, pour le four à pain et la sortie. C'est là où Momo elle a créé une terrasse. C'est là où il y avait Charmila, une association de jeunes qui était
qui était né, mais on a plutôt dit à chacun, faites ce que vous voulez. Et je pense qu'en disant que, hey, les gars, ayez un peu d'argent pour que vous pouvez faire ce projet avec nous, ça a vraiment attiré l'argent. Donc, dans les quartiers comme tel, je pense que c'est beaucoup autour des microéconomies, quoi, on peut en parler. Est-ce que tu peux nous parler des contrats de quartier qui existent à Bruxelles? Enfin, ouais. Est-ce que c'est pas un moyen justement d'engager je pense qu'on ne connaît pas forcément le processus. Oui, le contrat de quartier à Bruxelles, c'est une façon participative de faire Bruxelles ensemble. Donc, c'est genre on a fait un à Scarbeck, un périmètre, un territoire de 3 hectares. 3 hectares? Oui, 3 hectares. Donc, ça veut dire que pendant 5 mois, on a eu le rôle de faire toute la participation pour assurer comment est-ce qu'on va dépenser 14 millions d'euros de l'argent public. Donc, nous avons fait la participation avec les habitants. Et on a vu quels sont les besoins dans le quartier, où est-ce que l'argent va être dépensé. Mais selon moi, je suis assez critique, où je trouve ça... Allez, je suis quand même chercheuse, donc moi j'aime bien innover. Et si on est dans un contrat de quartier, tu as genre un client qui cherche pour la participation et tu dois aussi rentrer dans ce cadre-là. Et donc à la fin, ça veut dire que tu finis de passer tes 5 mois, de demander, mais qu'est-ce qui te dérange dans le quartier? C'est parce que les rues sont sales, c'est parce qu'on a envie d'avoir un truc intergénérationnel et voilà quoi, les trucs de base qui sont partout à Bruxelles. Donc, étant très honnête, c'est un très bon exemple que tu dis, que le diagnostic territorial, qui est le sujet de cette conférence, moi j'ai fait la participation, mes collègues ils ont fait tout le diagnostic territorial traditionnel, ils ont cherché sur l'internet tous ces trucs ennuyants quoi. Mais je trouve ça très traditionnel et je trouve qu'il manque toujours d'innovation dans l'approche du contrat de quartier, même si elle est utile, basée sur comment est-ce que l'argent public est dépensé. Je ne peux pas dire autre chose. Ouais. En fait, je voulais savoir comment les autorités publiques et institutionnelles se positionnent dans ce processus. À part, en fait, donner de l'argent, c'était 10 000 euros, je crois. Et j'ai posé cette question parce que pour moi, c'est cette expérience, cet exemple, c'est un autre volet en fait de diagnostic territorial comme un processus, et c'est très clair en fait le volet de participation, et ça peut être intéressant en fait de voir comment les autorités publiques ils prennent comme exemple, comment ils traitent. C'est chaque fois différent, ça dépend des gens quoi, comme de nous et des institutions avec qui on travaille. Donc, Parc Design, la bonne chance que nous avons eue, que notre cliente elle n'a pas eu un intérêt dans la participation ou dans le sujet social qui était très utile pour moi parce que je pouvais faire ce que je voulais. Donc, on pouvait faire les réunions chez Momo, elle n'est jamais venue. On a fait notre truc. Quoi. Dans le contrat de quartier, on est fait un client qui sait en fait beaucoup mieux que moi faire la participation et qui te dit comment tu as à faire. Et donc, tu es un client et tu réponds à ce que le client demande. Par contre, maintenant, dans le Bécane Ouest, c'est un cas très, très intéressant parce que notre client, c'est Perspective Bruxelles, et eux, ils sont très intéressés, mais ils ne sachent pas grand-chose, et ça, c'est très utile. Donc, eux, ils veulent te stimuler dans ce que tu veux faire, mais ils ne te disent pas comment le faire. Donc, on verra comment ça... C'est la suite dans le futur. Je peux juste ajouter quelque chose? Je veux juste ajouter quelque chose. Et, en fait, j'ai posé cette question parce que ça fait partie aussi, en fait, dans le questionnaire qu'on a proposé. Il y a plein de pratiques et il y a plein d'exemples en fait proposés par la société civile qui sont très larges et très innovateurs. Mais la question comment en fait les autorités publiques ils traitent ces exemples, comment ils intègrent pour que ça soit pas en fait unique dans un clos, uniquement valable pour un seul quartier ou pour un seul exemple.
Comment en fait Ça dépend vraiment de personne à personne. Donc là, je viens de parler du dernier exemple qui est maintenant Bécane Ouest. Et on a en fait actuellement c'est Perspective Bruxelles qui est notre client. Notre futur client dans ce projet, ça sera SAU. Ce sont les développeurs régionaux. Et eux, elles disent toujours, ah oui, il faut tester, il faut tester. On a parlé hier, hein? On en a parlé hier de la gentrification. Moi, je parle de la gentrification inclusive. Donc, eux, ils veulent tester pour faire bling, 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 pour augmenter les prix. Et donc, c'est là où moi, je dis, si on commence à tester, il faudra prendre la responsabilité pour que les gens qui testent, au cas du succès, ils ont le droit de rester sur le terrain. Ouais. Mais voilà, c'est très difficile de généraliser. Surtout à Bruxelles, je ne connais pas d'autres cas. Merci. Jade, tu... Je voulais savoir, quand vous avez un budget de 14 millions pour un quartier, qui c'est qui arbitre où vous dépensez l'argent? Est-ce que c'est vous parce que vous avez gagné le concours? Ça fonctionne sur concours, non? Non, c'est notre client, enfin. Donc ça reste quand même les pouvoirs publics qui arbitrent de où est-ce qu'on dépense l'argent? Bah écoute, c'est un échange avec les habitants, avec la cliente. Moi, je trouvais ça vraiment pas très intéressant, raison pourquoi j'ai pas présenté aujourd'hui. Je trouve ça beaucoup plus intéressant dans un projet comme... On a fait après un autre genre de contrat de quartier où on devait plutôt dire comment est-ce que 100 millions d'euros sont dépensés. Donc oui, tu peux un peu pousser à gauche, à droite. Par exemple, il y avait un bâtiment existant et j'ai réussi de convaincre la région comment investir 15 millions d'euros dans un bâtiment existant très important pour le quartier. Donc oui, on a un impact, quoi, c'est vrai. Mais je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour... Selon moi, pas grand-chose, quoi. Je trouve que ce sont des projets assez traditionnels. Oui, évidemment, on a un rôle parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui observons. Mais à la fin, dans un contrat de quartier, par exemple, tu as 2 millions pour des sujets sociaux et 12 millions pour des trucs construits où tu es déjà obligé de faire une crèche de 36 enfants et 12 logements. Donc, tu as déjà dépensé presque tes 12 000 euros. Je ne trouve pas qu'on a beaucoup de liberté, non. Joseph? Oui. Moi, j'ai différentes questions. Premier, savoir quand tu as fait ce projet. Seconde, combien de temps tu as eu pour le faire? Ce qui fait la maintenance du projet. Est-ce qu'il y a eu des appropriations de la part des voisines des projets? Qu'est-ce que c'est les critères de valorisation de l'exit, de le succès des projets, s'il y a eu, et comment est-ce que tu te définis professionnellement? Comment quoi? Comment est-ce que tu te définis professionnellement? Je pense que ce sont autant de questions en même temps. Je propose qu'on va peut-être les aborder peu à peu, après parce que c'est vous aussi qui vont présenter maintenant. Non? Peut-être on va les intégrer dans une discussion. Je pense que c'est plus sympa. Si je commence à répondre, on va perdre trop du temps. Je n'ai pas de clients pour ça. Parce que tu parles beaucoup de ton client. Et moi, je n'ai pas de clients. Oui, tant mieux. Hein. Je rêve d'être dans ton rôle, quoi. Merci. Tu réponds pas? Je réponds à toutes les questions, alors. Oui, si tu veux. Je pense que c'est difficile à dire quand est-ce que je fais parce que chaque projet c'est différent. Donc j'ai ma pratique depuis maintenant. Alors j'ai des clients depuis 2014. Non, mais dans ces clients, et c'est des projets qu'il fait 5 ans que tu l'as fait ou... Oui, c'est chaque projet depuis... avant, j'ai toujours initié mes propres projets. Donc moi j'ai fait, j'imagine, comme toi. J'étais plus libre, peut-être plus heureuse. Aujourd'hui, j'ai des clients et je peux générer de l'impact qui me rend heureuse aussi. Mais depuis 2014 ou même depuis 2013, j'ai des clients à Bruxelles. Et voilà, comme ça, j'essaie de générer de l'impact sur la ville qui est la mienne. Et, mais tu travailles tout le temps pour les mêmes personnes? Non. La région Bruxelles, il y en a beaucoup des acteurs. Il y a les différentes communes, on a 19 communes. Mais je travaille toujours pour le public, en effet. Ok. Ouais. Ton client, c'est le public? Oui, toujours. Ok. Pas l'institution, pas... Les institutions publiques, oui. C'est toujours institutions publiques. Ok. Et tu as des critères de valorisation de le succès? Si ça non, marchait, si j'aurais des... Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a marché? Je ne sais pas, je pense...
je prends la responsabilité qui vient d'un côté et d'autre côté, ça peut me poser des problèmes, quoi, parce que si on s'investit toujours parce qu'on prend la responsabilité pour un projet, on oublie sa famille, on oublie sa fille, etc. Donc je pense que c'est ça que je veux, quoi. Je pense que si on veut quelque chose, on y arrive. Et donc j'ai pris dans le projet de le parc design, j'ai pris la responsabilité. C'était les habitants qui sont appropriés le projet. Donc j'ai pris la responsabilité pour défendre que ce projet continue. Mais je pense que ce n'est pas toujours la bonne chose. Il faut aussi qu'on n'oublie pas nos propres intérêts privés. Voilà, merci.